L'insupportable de la séparation. Inès entre au Caillou à 9 ans. Lors des entretiens d'admission, nous prenons connaissance des coordonnées de base qui jalonneront désormais l'histoire de notre travail avec Inès et sa maman. Inès ne parvient pas à trouver une distance avec sa mère et vit avec difficulté le fait d'être séparée d'elle. La relation oscille entre des moments de collage intenses où elle ne semble faire qu'un, et d'autres lors desquels la maman dit son insupportable à s'occuper de sa fille. Elle confie qu'avec cet enfant-là, il y a quelque chose de spécial, qui la ramène à sa propre histoire. C'est à l'occasion des retours de week-end que nous prenons la mesure du caractère ravageant de leur relation. Pour Inès, la séparation paraît tenir de l'arrachement. Côté maternel, les choses semblent aussi compliquées. Madame se tient face à Inès sans bouger et assiste au spectacle de sa fille qui se roule par terre, tente de frapper les intervenants présents à l'accueil. Des rencontres avec la maman ont lieu pour tenter de comprendre ce qui se passe. Cela avec peu d'effet. Elle n'est pas preneuse des propositions visant à préparer Inès à cette séparation. Nous entendons en revanche qu'il est laissé peu de place à Inès pour faire autrement. Elle est comme moi, nous dit la maman. Vous pouvez bien essayer, cela ne fonctionnera pas. Difficile pour nous d'envisager un changement dans cette dynamique qui tourne en boucle. Chaque dimanche soir, le scénario se répète et s'inscrit dans ce discours qui révèle son caractère aliénant. Inès fait durer le moment des au revoir, sans trouver un appui possible chez l'autre. Sa mère la quitte souvent brutalement, la laissant alors au comble du désespoir. La séparation se vit pour elle dans le réel des corps et ne trouve pas à s'articuler au langage. Elle est laissée en plan, sans la possibilité de symboliser son absence. Ce vécu d'insupportable la plonge dans la plus grande violence. Les coups partent dans tous les sens. Nous relevons toutefois qu'elle est prise dans un double mouvement. Elle peut dans le même temps frapper ou mordre et s'agripper aux éducateurs. Il leur revient de la maintenir, Inès cherchant souvent à quitter l'institution par tous les moyens possibles afin de retrouver sa mère qui parfois attend encore dans la rue. Le traitement des objets réalisé par la fillette constitue un autre signe de son impossible à penser la séparation. Inès cumule en effet une quantité de choses dans sa chambre, y compris de petits déchets, et se déplace en permanence avec un sac rempli d'objets. Il y a, dans cette production effrénée, comme une course à saturer le désir maternel. Inès se constituant à son tour comme l'objet qui pourrait entièrement la combler. À l'institution, Inès cherche l'exclusivité de l'adulte et s'engage dans des demandes qui ne trouvent jamais de point d'arrêt. Lorsque l'autre ne peut répondre à ce qu'elle attend de lui, elle bascule dans la violence. Ce qui nous ramène là aussi à l'impossibilité de vivre la séparation autrement que dans la rupture. Progressivement, les séparations prennent d'autres tournures. Inès s'appuie et cherche activement le soutien de l'intervenant présent pendant la rencontre pour quitter sa mère. La maman espace ses venues, mais Inès accueille la nouvelle sans trop de dommages. Elle pointe les contradictions à l'œuvre chez sa maman. Elle relève ainsi qu'elle peut à la fois pleurer en la quittant et ne pas être en mesure de venir la fois suivante, alors qu'elles ont déjà peu l'occasion de se voir. Quelque chose se met ainsi en mots. Lors du coup de fil que nous lui passons au milieu de semaine, Inès adresse progressivement des demandes qu'elle anticipe pour le week-end. Cela permet à l'équipe de travailler des choses avant son retour et de ne plus être assignée à y répondre immédiatement. Un petit écart peut ainsi s'inscrire entre la demande et sa satisfaction, ce qui constitue un réel progrès. Dans cet intervalle, le langage s'insère, ça se parle, ça se négocie. Les moments où elle en passe par le réel du corps sont plus rares. Elle s'engage avec nous dans le dialogue. Elle fait également mieux avec notre demande, à condition que nous lui expliquions précisément le sens de notre position. Lors d'un épisode particulièrement difficile, elle nous avertit de son souhait de fuguer, plutôt que de l'agir. Elle accepte de réaliser un tri dans la foule d'objets qu'elle a laissés au caillou et qui encombrent son espace. À l'occasion des vacances, elle permet qu'une intervenante lui propose de les trier avant de les mettre en carton. Elle consent à ce travail et se prend même au jeu qui consiste à s'arrêter devant chaque objet afin d'en envisager le devenir.
mise en carton ou poubelle. Le choix est parfois difficile, ce qui conduit à de longues discussions. Dans l'attente d'une décision ferme, les objets font des allers-retours entre les deux lieux. Elle crée aussi un espace-tiers en mettant de côté tel objet pour un enfant dont elle a repéré le point d'intérêt particulier ou en réinvestissant tel autre pour la collectivité. Cette opération de tri induit un peu de différence entre les objets. D'un amas au sein duquel ils sont tous équivalents, ils passent au statut d'objets différenciés. Il reste néanmoins envisageable de croire qu'elle aura à faire avec cette dimension toute sa vie, comme chacun d'entre nous au fond, mais de façon plus aiguë et moins dialectisable chez elle. Espérons qu'elle pourra, afin de poursuivre le traitement de sa question, s'appuyer sur les expériences vécues avec nous ou rencontrer d'autres points d'appui à partir desquels elle construira ses propres solutions.